Merci, Monsieur le Président. Je pense que je dispose de 15 à 20 minutes. Oui. Parfait. Je vais vous proposer brièvement 3 axes stratégiques qui sont autant de choix qui se présentent à la Tunisie dans le contexte présent. Auparavant, je voulais répondre à une question: que signifie poser une stratégie nationale? Poser une stratégie nationale, c'est quoi? À mon sens, c'est unir 4 facteurs. D'abord, le potentiel national. Il s'agit du potentiel matériel et immatériel doit être valorisé. Valoriser le potentiel national, matériel et immatériel, c'est poser un point de départ pour concevoir une stratégie nationale. La finalité est de placer la ressource humaine au cœur de la stratégie. Pourquoi? Parce que seul l'homme expert, intelligent, conscient de son présent, est en mesure d'identifier la valeur du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. En définitive, c'est la ressource humaine qui est au cœur de la question qui consiste à valoriser le potentiel national. Valoriser la ressource humaine, c'est en définitive le système éducatif. Donc, perfectionner le système éducatif permet de poser le premier pilier d'une stratégie nationale. Deuxième facteur, le volontarisme. Il ne suffit pas de gérer une société en père de famille, de se lever le matin et se coucher le soir et de dire « nous n'avons pas fait de bêtises, nous n'avons pas fait de catastrophe ». Le volontarisme consiste à gérer plus que ce que l'on possède, à placer la barre plus haut que ses capacités et à entreprendre de réaliser plus que n'en demande ou que n'en peut votre propre société. Il faut le vouloir, il faut fixer des objectifs ambitieux et cette dose d'ambition face à l'impératif de gestion fait une condition de la stratégie nationale. Le volontarisme ne doit pas être exempt d'une certaine pointe d'ambition. Le troisième facteur est l'interaction avec des ensembles régionaux et internationaux porteurs, c'est-à-dire avec un pôle de puissance situé dans la sphère d'intérêt de la Tunisie et qui soit actif, crédible et efficace. Si nous nous contentons de développer notre potentiel, nous développons en même temps des convoitises qui, ouvertement ou discrètement, visent à confisquer ou à dominer le potentiel national. Le rattachement à un pôle de puissance fait partie d'un choix régional et mondial qui préserve la durée de l'action et la finalité de l'action. Il est indispensable d'identifier le pôle de puissance auquel
nous nous rattachons. Le dernier point est l'impact culturel ou l'image. Il faut dresser une image de son propre pays. La Tunisie a joui jusqu'à présent d'une image de modernisation, d'ouverture, de volonté de progrès, de volonté de dépassement. En contraste avec les pays de la région, notre aspiration à la modernité et au progrès dépasse notre patrimoine hérité, l'image dont nous avons hérité de notre passé, dépasse le contexte culturel où nous sommes enracinés. Cette idée de modernisation accompagne la Tunisie. Non seulement la libération de la femme, mais aussi la révolution démocratique, le prix Nobel, et je conclus par la commission Colib, la commission des libertés individuelles et de l'égalité, analyse l'essence même de la société tunisienne de demain. Il faut pouvoir se référer aux principes de la constitution de la commission Colib, à son contenu et à ses recommandations. L'image à dresser de la Tunisie afin de compléter une stratégie nationale me semble offerte à la pensée stratégique. Réunir ces 4 éléments, c'est déjà affirmer une culture stratégique. Il ne suffit pas de le poser, de le définir théoriquement, il faut tenter l'effort de la mise en œuvre, et c'est cet effort qui inspire la stratégie tunisienne. Je passe au contenu. Quel choix stratégique se présente à la Tunisie? Je vous en propose 3. Nous partons pratiquement perdants en constatant la lacune du non-Maghreb. Le non-Maghreb ne nous donne pas une pointe d'avance comparée à l'ensemble des régions du monde. Le monde, au cours du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, s'est organisé en ensembles régionaux qui soient ou bien commerciaux et économiques, ou bien plus encore des ensembles politiques et de puissance. Le Maghreb, comparé aux autres régions du monde, que ce soit l'Afrique, la Méditerranée ou les continents européens, américains, asiatiques, est dépourvu de toute organisation régionale et en même temps dépourvu de toute centralité. Il n'y a pas de convergence affirmée de la part des pays composant le Maghreb arabe. Les tentatives de constitution du Maghreb existent, mais elles ont toutes échoué. Pourquoi ont-elles échoué? Il ne s'agit pas d'incriminer un régime ou une équipe. Il faut réaliser que la géographie politique dont nous avons hérité de l'empire colonial a conféré à l'espace central du Maghreb la faculté de dominer les pays de la périphérie et de verrouiller toute communication entre les pays de la périphérie. Il y a un déséquilibre structurel qui n'est pas le fruit des peuples de la région, mais qui est tout simplement posé par l'empire colonial européen en fonction de ses intérêts, parce que cet empire colonial qui a gouverné l'ensemble de la région a fait unilatéralement que
cet espace central était son territoire souverain. Il est dans la nature des choses qu'il le privilégie sur le plan géographique et sur le plan position stratégique. Cette position fait du pays qui a hérité de cette place centrale, à savoir l'Algérie, lui a conféré la capacité, effectivement, de verrouiller toute communication, toute coopération volontaire entre les pays de la périphérie. Et nous vivons cette situation depuis plus de 60 ans. Comment aborder cette situation? S'il faut s'y résigner et estimer qu'elle est irréversible, nous n'aurons pas une stratégie nationale. Il faut concevoir qu'on peut aménager cet espace de sorte qu'une unité régionale devienne possible. Et la projection que je vous soumets pour aménager cet espace tel que nous en avons hérité est de concevoir 3 piliers dans l'espace maghrébin. Le pilier ouest, qui est constitué du Maroc et de la Mauritanie, quand ils organisent leur coopération et leur intégration, ils deviennent des négociateurs crédibles face au pays central. L'axe central reste l'Algérie et à l'est, une intégration Tunisie-Libye, avec 3 piliers plus ou moins intégrés économiquement, convergents politiquement, culturellement également intégrés. Une négociation équilibrée est possible avec l'État central, qui défendra de toute façon ses privilèges, mais qui ne pourra pas exercer une hégémonie avec 3 interlocuteurs qui ont entrepris un développement à partir de leur propre potentiel et qui représentent un présent et un avenir qui dépassent leur potentiel actuel. Comment gérer cet aménagement, cette politique du futur pour constituer 3 axes acceptables dans le Maghreb et qui amènent l'Algérie à admettre l'institution d'une union régionale? Je n'ai pas le temps de le développer, nous pourrons y revenir, mais ceci s'impose, à mon sens, pour donner une consistance à notre région et une base de crédibilité avec les interlocuteurs du monde. À ce titre, j'ai 5 recommandations, mais je n'ai pas le temps de les exposer. Le deuxième choix stratégique que je mentionne est relatif à la balance stratégique globale, c'est-à-dire au contexte de puissance mondiale tel qu'il se présente à nous. Dans le contexte global, à quel pôle doit-on se rattacher? À cet égard, je comptais présenter un témoignage du président Habib Bourguiba, que j'ai eu la chance de recueillir en direct de sa bouche en août 1965. Il présidait et clôturait ce jour-là la conférence des ambassadeurs. J'étais le rapporteur de cette session et en réponse à un ambassadeur, dont j'ai oublié le nom, mais je crois bien qu'il s'agissait de Najib Bouziri, la question était la suivante. Monsieur le Président, pourquoi avez-vous placé la Tunisie dans le sillage des États-Unis d'une manière aussi totale? Et le président Bourguiba répond, si vous permettez, Monsieur le Président, j'aimerais donner ce témoignage, même s'il me prend 2 minutes, pour résumer
il donne 3 arguments. Il était indispensable pour la libération nationale, pour récupérer nos droits souverains, de s'allier à une puissance supérieure à l'empire colonial qui nous domine. Les États-Unis répondent à cette question. D'autre part, les États-Unis sont géographiquement loin de la Tunisie. Nous ne risquons pas, par une alliance politique, d'être exposés à une colonisation opportune de la part de cette puissance. Les États-Unis n'ont pas intérêt à occuper territorialement la Tunisie, mais ont intérêt à trouver en Tunisie un pays ami, confiant, parce qu'à 2 reprises, les États-Unis sont intervenus dans des guerres mondiales où un interlocuteur fondamental pour eux, qui est l'Europe, était victime d'un déchirement, et pour pouvoir libérer l'Europe, les États-Unis auront besoin de l'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, l'histoire a prouvé que le débarquement de novembre 1942 était stratégiquement dicté avant le débarquement de juin 1944 sur les côtes européennes, sur la Manche, pour pouvoir libérer l'Europe en tenaille à partir du sud et du nord. La localisation de la Tunisie, sa projection au nord de l'Afrique et au cœur de la Méditerranée en fera toujours un point central dans toute stratégie occidentale, qu'elle soit Amérique du Nord ou Europe. De ce fait, répondant aux besoins et aux souhaits des États-Unis, j'ai fait en sorte de sécuriser le partenaire américain en lui disant d'avance « nous sommes des alliés politiques ». Il s'agit d'une alliance politique. Deuxièmement, pour pouvoir développer économiquement et culturellement la Tunisie, qui est une société en retard, nous ne pourrons pas le faire avec les États-Unis, parce que nous ne nous comprenons pas. Les élites tunisiennes ne comprennent pas les Américains et réciproquement. Le pays avec lequel nous devons réaliser notre développement économique, qui nous comprend et que notre élite comprend directement, c'est la France. Et le fait que la France soit un allié des États-Unis, c'était le bon choix. D'autre part, si nous sécurisons la France pour entreprendre le processus de développement économique et culturel de la Tunisie, nous réussirons parce que nous nous comprenons parfaitement et nous avons la même conception de l'homme. Nous sommes dans la même alliance politique qu'avec les États-Unis d'Amérique. Il y a donc un bicéphalisme que Bourguiba pressentait dès les années 40, en même temps qu'une convergence dans l'ensemble occidental. Et Bourguiba conclut, cette alliance est payante, elle est gagnante. Nous avons gagné la pression politique indispensable sur l'allié français par les États-Unis. Nous avons amorcé notre développement économique et social en détail avec l'élite française. Et le fait que la France soit présente en Tunisie 10 ans après l'indépendance de la Tunisie est un facteur de confiance pour les autres Européens. Les autres Européens qui sont également avancés sur le plan des sciences et des techniques. En voyant que la France est admise dans un pays comme la Tunisie, qui vient de se libérer précisément de la domination française, estime que la société tunisienne est ouverte
tolérante et rationnelle. Et cette image de rationalité, de tolérance et d'ouverture est stratégique. Et c'est ainsi que nous compléterons l'image d'un partenariat stratégique mondial et compétitif comparé aux pays arabes qui, tout en étant conscients de leur retard, n'ont pas fait la brèche pratique pour mettre en œuvre une stratégie de développement économique et social tout en garantissant leur sécurité et leur permanence. Et Bourguiba termine en disant « N'allez pas m'attribuer demain que j'ai enfermé la Tunisie dans ce choix. Ce choix que j'ai fait de l'alliance avec le camp occidental, qui d'ailleurs le souhaite, n'est pas définitif. Tant que le tableau stratégique mondial est celui que nous constatons, dans le temps c'était la guerre froide, ce choix est gagnant. Mais si ce contexte mondial change radicalement, la société tunisienne est libre de réviser ses alliances politiques. N'allez pas m'attribuer demain que j'ai enfermé la Tunisie dans ce choix. Pour ma part, je conclus le témoignage d'Habib Bourguiba. Le temps est-il venu de réviser cette alliance avec le camp occidental? Ma réponse personnelle, que j'argumenterai le moment venu, est qu'il faut continuer dans ce choix avec le partenaire occidental pour diverses raisons. J'avance à cette fin 4 arguments que je n'ai pas le temps de développer. Je passe à la dernière option, Monsieur le Président. J'estime qu'un troisième choix s'impose à la Tunisie pour constituer sa stratégie nationale. Il s'agit de 2 menaces. La détérioration du système éducatif et l'extension de l'aridité. Je n'ai pas le temps de détailler, mais je mentionne ces 2 menaces qui deviennent une réalité. Nous sommes passés du risque à la menace et de la menace au dommage. Et ces menaces gravissimes atteignent à terme la posture stratégique de la Tunisie. Elles sont désormais manifestes. Saisies à temps, elles peuvent être surmontées, non pas dans une perspective de résilience, c'est-à-dire de rétablissement des équilibres tels qu'ils ont prévalu jusqu'à présent, mais nécessairement dans une perspective de progrès. Il s'agit d'améliorer et de perfectionner le système éducatif, d'améliorer et de perfectionner la climatologie et le contexte environnemental de la Tunisie et de ne pas subir le processus de développement qui nous a amenés à une stagnation et à une détérioration. Les réponses à ces 2 axes, à ces 2 domaines existent. Je les ai lus par des experts et des stratèges tunisiens. Nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail. Je ne conclurai pas davantage. Voici les 3 axes que je vous présente. S'il faut passer par l'argumentation, nous l'aborderons dans la discussion.